Et salut! Attends, là, je remets la caméra comme il faut. Youp. Là, on est bien. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on m'entend? Allez, parfait. Je suis sur le PC parce que je vais avoir besoin de vous montrer des trucs. Et aujourd'hui, on est sur les feux d'artifice. À quoi ça sert, comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Et donc, du coup, l'idée, c'est de comprendre un petit peu. Et j'ai eu de l'aide. Et du coup, c'était trop cool. Attendez, le temps que je fasse des petites modifs. Ok, tac. Ça nous permet de faire une petite pause. Merde. Et coucou Smash! Comment ça va? Comment ça va depuis 2 heures, hein, on est d'accord, hein? Re. Alors, je suis en train de tout caler comme il faut. Prendre les informations. Comment ça, impossible d'afficher l'image? Ah, c'est bon, j'ai les autres. Tac. Tellement essoufflée. Effectivement, je suis peut-être un peu moins essoufflée par rapport au combo qu'on a fait. Par contre, je suis toujours aussi fatiguée. Là, j'ai juste envie de faire une sieste et de dormir pendant 4 jours. Donc, je pense que ça va être peut-être notre projet du week-end, dormir. Ça va nous faire du bien. Je suis toujours accompagnée de mon éternel glaciote. Congelé, il fait tellement chaud, c'est l'enfer. Attends, je vais m'installer comme je me mets en jeu. Comme je fais quand je suis en jeu. Attends. Pardon. Mais attends, comment je l'ai... Peut-être en touchant. Merci d'avoir prévenu qu'il n'y avait plus de son. Mais pourquoi j'ai fait... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est revenu. Ouais, ouais, mais je le vois là, tu vois. Et là, il y a. Non, mais je. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Alors, attends. Je suis en train de faire les motifs. Tu veux que je m'en occupe? Ok. Tu me dis. Il a ramené le ventilateur pour qu'on ait moins chaud. Donc, ça j'y vais, ça j'y vais. Alors, au programme, on va voir comment ça fonctionne les feux d'artifice. Et donc, Smash que vous voyez dans le chat, il est artificier. Donc, du coup, il travaille pour une des 3 entreprises qu'il y a en France qui s'occupe de faire les feux d'artifice. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, en fait, on s'est fait un appel vocal et on a papoté de plein de trucs et du coup j'ai trouvé ça super intéressant, donc je pense qu'on peut remercier chaleureusement Smash qui a essayé de m'expliquer comment fonctionnait le métier d'artificier et les feux d'artifice. Et du coup je trouve ça trop cool. Oui, des 3 principales, pardon. Donc vous inquiétez pas si Smash intervient, Smash a beaucoup plus de connaissances, c'est son métier. Alors attends, que j'aille là, parce qu'en fait il faut que je fasse hop, une petite modification de la typo et on va pouvoir se caler. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. C'est sûr, il y a une manip où tu peux faire une modification de toute la typo d'un PowerPoint. Non, aucune idée. Bon, on va se le faire page par page. Tranquillo. On va faire ça. On va faire ça. Que je récupère. Bingo. C'est bon, j'ai trouvé ce que je voulais. J'avoue, il fait moins chaud que dans le canapé. Mais on est peut-être installé un petit peu différemment. Alors. Ok, donc là, on a les catégories. Allez, c'est parfait. Alors, que je vous montre. Qu'est-ce qu'un feu d'artifice? Bonjour Alexis sur Twitch. Twitch.
Wish. C'est pas vrai, c'est la fatigue. Alors, les feux d'artifice. Ok. Histoire et origine des feux d'artifice par rapport à nos jours. On est sur le site pyroboxartifice.com. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir un petit peu l'histoire. Smash, il m'a tout détaillé, tout expliqué. Merci Adela pour le follow. Oh, coucou Samy Minou. Il m'a tout détaillé pour tout ce qui était métier d'artificier, les différents types d'artifices, ce genre de choses. Donc du coup, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait quand on en monte un, il n'y a pas de souci. Mais après, et coucou, comment ça va? Bah écoute, ça va. Un peu fatiguée, là c'est la fin de semaine. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de sport. Mais du coup, là, j'ai trop hâte justement de faire ça. Et on va commencer par l'histoire et l'origine des feux d'artifice. Si je m'installe comme si je jouais, je pense qu'il y a un monde où je me mets en posture hyper ultra confortable. J'ai mon café qui est là. Dans un sens, j'ai tout à dispo. On est pas mal. Alors, attendez. Hop. Installation. Oh, les courbatures. Oui, j'ai des très, très, très grosses courbatures. Ok. Parce que l'objectif, c'est de savoir comment fonctionne un feu d'artifice. C'est le comment qu'on fait pour tout faire péter. En très, très simplifié. Est-ce qu'on n'a pas eu les feux d'artifice du 14 juillet? Alors, les feux d'artifice. Histoire et origine des feux d'artifice. On est bon? On m'entend bien? Attendez, est-ce que on va se mettre un petit... Bougez pas. Ah. Oui, je sais, tu n'as plus de batterie. C'est... Avec tous ces streams à la chaîne, il y a pas mal de preuves si jamais ils veulent te déclarer criminel. Et nous aussi au passage, mais là... Je vois absolument pas de quoi tu parles. Coucou Vince! T'arrives sur le début du... Ah! Je vais brûler cette caméra. Ok, c'est bon. Oui, mais à la base, on avait mis les commandes sur le téléphone pour que ce soit plus simple pour moi. Modo qui fait, mais tu sais que t'as... Oui, je sais que j'ai... Sauf que j'ai plein de pages qui sont ouvertes, il y en a trop, là, c'est trop compliqué. Du coup, je disais, Vince, t'arrives pile au bon moment pour qu'on soit sur le... l'origine et l'histoire des feux d'artifice. Ce stream est supervisé par... Oh, oh, merci pour le sub offert. Attends. Il a offert un mois d'abonnement à moins con. C'est extraordinaire. Je plus sois. Est-ce que ça a marché? Ça a marché? C'est insupportable. Donc, comment qu'on fait tout péter? Et en plus, on y met plein de couleurs. C'est ça, hein? En vrai, c'est ça la DA. Donc, les feux d'artifice. Eh, franchement, il y a myope et moins con, ils vont rien comprendre. Allez. Donc, on est sur le site, on est Pyrobox Artifice. Les premières traces d'utilisation de feux d'artifice remontent au XIe siècle en Chine. Ils auraient été développés à la base de poudre noire et de tubes de parchemin scellé. Il faudrait attendre près de 2 siècles pour que la poudre noire arrive en Europe, rapportée par Marco Polo de l'un de ses voyages en Extrême-Orient. En France, ce n'est qu'au début du XVIIe siècle que le premier feu d'artifice tel qu'on le connaît arrive. Il sera tiré lors du baptême du futur roi de France Louis XVIII à Fontainebleau, devant une foule de plusieurs milliers de personnes. La popularité de ce spectacle ne cessera de croître tout au long du XVIIe siècle, et de nombreux traités verront le jour quant à l'usage du feu d'artifice du point de vue militaire, autant que civil, et ce malgré les nombreux incendies provoqués par des explosions qui ne sont pas encore totalement maîtrisées. Oh coucou Malf, comment ça va? Ah coucou. Tu as loupé Vince qui a
était capable de trouver une personne dont le pseudo était moins con. Voilà. Je trouve ça extraordinaire. Ok, le principe. Le principe des feux d'artifice est relativement simple. Il s'agit de combiner un dérivé... Je relis la phrase, je reprends. Le principe du feu d'artifice est relativement simple. Il s'agit de la combiner un dérivé de la poudre noire originelle avec des billes de sel métallique qui, lorsqu'elles entrent en combustion, libèrent des particules incandescentes. Cette combustion donnera lieu à de bruyantes explosions et à des effets lumineux colorés et variés qui seront mis en scène et ordonnés pour créer un spectacle pyrotechnique cohérent. Il y a différents types de feux, mais ça on le verra plus tard. Et le choix des couleurs. La couleur des feux d'artifice sera définie par le choix des matériaux utilisés lors de sa préparation. Chaque élément chimique orientera la combustion finale vers une couleur spécifique. Par exemple, la combustion d'une source de potassium produira une flamme violette, d'aluminium, une couleur argentée, et le cuivre créera une flamme jaune très vive. Ok. Ça déjà, c'est assez simple. Alors, là, je suis sur la partie métier d'artificier. Ok. Le feu d'artifice, je suis sur la page... Ça m'a emmené vers la page Wikipédia. Bonjour le liange. C'est ici pour les siestes moins cons? Tout à fait, tu peux t'installer, prendre ton petit café, il agira dans 20 minutes après ta sieste. Eh, dans pas longtemps, dans une semaine, une grosse semaine, on rajoutera une cam chat, parce que pendant une semaine, on va faire du babysitting de chatons. Entre comment faire une lame, comment fonctionnent les réacteurs à fusion, et désormais les feux d'artifice, j'imagine la headline, cette professeure de pole dance qui voulait faire péter les pôles sud. Ah non, non, franchement, moi je valide. Samy Minou, ouais, pendant une semaine, on est babysitter de chat. Mais un chat kamikaze parce que c'est celle de la salle de sport, donc ça veut dire que elle a un sac à dos bulle, elle a un harnais, on va pouvoir la faire bouger, ça va être extraordinaire. Petit minou. Alors, originaire de Chine. Tac. L'histoire. Ouais, les origines de la poudre noire. Oui, parce que forcément, il y a de la poudre noire, donc à un moment donné. Ok. Les origines exactes. Oh, attends, qu'est-ce que j'ai vu? Live. Oh, merci le liange pour le sub. Attends, j'ai pas la notif, c'est... Attends. Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que le train de la hype? Mais qu'est-ce que c'est que le train de la hype? Alors, Alors, tu veux un micro? Déjà, merci pour le sub. Qu'est-ce que le train de la hype? active le micro. Attends, elle est où ma souris? Elle est là. Hop, vas-y. Donc, le train de la hype sur Twitch, quand quelqu'un sub, il y a normalement ça déclenche automatiquement un train de la hype, je crois. Je sais plus quelles sont les conditions de déclenchement, mais en gros, tu passes des niveaux en offrant des subs ou en sub à la chaîne, en subant à la chaîne ou en donnant des bits de mémoire. Je crois que tout ça marche. Oui. Et quand tu passes un niveau du train de la hype, chaque personne qui s'est sub ou qui a offert un bit ou quoi a le droit d'utiliser un ou plusieurs émotes. Ça lui débloque des émotes qu'il peut utiliser pendant temps donné, pendant je crois 1 ou 2 semaines, une connerie comme ça. Voilà. Et plus tu avances dans les niveaux, plus il faut de subs, plus il faut de bits pour passer au niveau supérieur. Ok. Voilà. D'accord. Ok. C'est le seul train qui est à l'heure, on sait jamais quand il part. Je trouve ça extraordinaire. Le train de la hype démarre lorsqu'une vague de contributions se produit sur une même chaîne dans un intervalle de 5 minutes. Ok. Ces contributions peuvent provenir d'achats de produits ou de moments d'engagement élevés. Un seul viewer peut démarrer un train de la hype en offrant un grand nombre d'abonnements à la fois. Je trouve ça extraordinaire. Eh ben écoutez, allez feu, hein. Génial. Bon, les origines de la poudre noire. Qu'est-ce qu'on a? On a qui fabrique les feux d'artifice. On a le métier d'artificier. On a... Merci pour l'article. Merci beaucoup le liange. Alors,
Allez, j'en rajoute un autre. Une autre de blague pourrie. Encore mieux que la précédente. Et promis, j'arrête. Attends, on n'a pas le jingle gros beauf. Où qu'il est notre jingle gros beauf? De la barre au barreau, cette prof de pole dance avait plusieurs cordes à sa... Non, ça, je valide pas. Non, je valide pas. C'est le mot viewer qui a mis en automode à cause des pubs pour les bots. Ah, mais oui, ouais. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Free. Oui, il y a un truc comme ça, ouais. On l'a mis, ouais, complètement. Bon, c'est pas tout, mais la poudre noire. Parce que si on a envie de tout faire péter, on fait comment? Hein? Hop. Donc, l'origine. Il est où mon petit PowerPoint? Il est là. J'ai juste modifié les trucs. Tac, tac, tac. Accueil. On est bon. On est bon. Allez, je recommence. Enfin, je recommence. Non, je continue. Les origines exactes de la poudre noire font encore débat. En 1044, le Wujin Zhongyao proposait une recette associant soufre, salpêtre et d'autres sels pouvant prendre feu et être lancés depuis des catapultes. Alors attendez, moi je veux l'origine de la poudre noire. La poudre noire, parfois dénommée poudre à canon ou poudre à fusil, est le plus ancien explosif chimique connu. De couleur noire, elle est constituée d'un mélange déflagrant de soufre, de nitrate de potassium et de charbon de bois. A priori, le mot déflagrant est important. Une déflagration, c'est une combustion rapide accompagnée d'un bruit plus ou moins fort, dont la vitesse de propagation est inférieure à la vitesse du son. Il s'agit des phénomènes consécutifs au passage rapide d'un front de réaction, le plus souvent d'un front de flamme. Combustion de gaz et ainsi de suite. Ok. Et donc du coup, là, si on est, hop, le soufre. Le soufre, dans mon souvenir, on les trouve sur les bords des volcans, le soufre. Donc ça, comment on trouve du soufre, il n'y a pas de souci. Le nitrate de potassium. Ok, le nitrate de potassium, c'est aussi appelé salpêtre. Donc ça veut dire que quand on parle de salpêtre, on parle vraiment de nitrate de potassium? Rayon vert, ne pas confondre avec la poudre blanche. Putain, mais ça me fait rire en plus, c'est connu. Tu m'étonnes si tu te fous de la poudre à canon dans le pif. À mon avis, ça doit pas être cool. Alors, c'est un composé chimique de formule grand K, grand N, grand O, 3, principalement utilisé comme engrais conservateur alimentaire et comburant de la poudre noire. Ok, je sais ce que c'est un comburant, mais je saurais pas l'expliquer. Donc ça veut dire que c'est pas très clair pour moi. Alors, un comburant. Ok. Un comburant, c'était une substance chimique qui a pour propriété de permettre la combustion d'un combustible. Le combustible, ce serait le bois. Et le comburant, ce serait ce qui permet... Dans ton barbecue, le comburant, c'est le petit allume-feu. Et le combustible, c'est le charbon? C'est ton... Non? On peut voir le triangle du feu. Ok, alors attends, triangle du feu. Qui permet de brûler. Alors. Ok. Ah, ok. Le triangle du feu. Le combustible, le papier, le bois, l'essence, le gaz. Le comburant, c'est l'oxygène, le nitrate ou l'ozone. Et l'énergie d'activation, c'est l'électricité, la cigarette ou l'échauffement. Alors, comburant, combustible, énergie d'activation. Et rebonjour Pugsley. On va apprendre à tout faire péter. J'étais en ligne pour mon prochain feu, c'est drôle, mais c'est extraordinaire. Oui, parce que ceux qui savent pas, c'est Smash qui m'a tout expliqué parce que dans... Alors, c'est pas son métier principal, mais il est artificier. Donc, c'est grâce à lui qu'on peut faire ce live. Alors,
Combustible, comburant. Allez, appuie dessus. Le carburant, c'est la matière inflammable ou le combustible. Le carburant, pardon. Le comburant, c'est l'oxygène présent dans l'air. En gros, le comburant, c'est si tu n'as pas ça, tu ne peux pas le faire brûler. Moi, je le vois comme ça. L'oxygène, parce que si tu prives un feu d'oxygène, tu vas pas avoir la possibilité de faire ton vœu. Ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est pas l'étincelle, c'est pas l'élément déclencheur, mais c'est la condition absolue de s'il n'y a pas ça, ça ne fonctionne pas. C'est ça un Oui. comburant? En gros, ton feu, c'est une réaction chimique et l'oxygène est nécessaire pour que ça brûle. Ok, c'est l'alimentation du feu. Ok. Je coupe. Si tu veux, je pousse mes pieds. Non, pas du tout. C'est parce que j'ai les pieds qui sont installés sur le bureau. Et du coup, t'as le modo qui essaye de passer avec sa main, genre en mode attends, bouge pas, faut que je coupe le truc. Il faut que trois conditions. Il faut que trois conditions soient remplies pour qu'un feu brûle. Bah, justement, il m'a fait regarder en fait le triangle du feu. Il faut une énergie d'activation, un comburant et un combustible. C'est un truc en plus du carburant qui permet. C'est le truc en plus du carburant qui permet que le carburant se consomme. D'accord. Bonjour Darka in the Black. ¿Qué tal? Muy bien. Muy fatigué aussi. On est tranquille. Ok. Ok, donc l'énergie d'activation, c'est pour le coup, énergie d'activation, c'est assez clair. Oui, mais le tout doit être dans la quantité adéquate pour brûler. Ah, c'est vrai qu'on n'avait pas vu ce truc-là. Après, je pense qu'il y a énormément de paramètres. Tu vois, des fois, il y a la chaleur, les machins et tout comme ça qui doivent rentrer en ligne de compte, à mon avis. Bon, je pense que pour le triangle du feu, on est pas mal. Ok, là, je suis sur comment on fait. On arrête le triangle du feu et ainsi de suite. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, la poudre noire, qui est aussi appelée poudre à canon, poudre à fusil, c'est le plus ancien explosif chimique connu. C'est noir, on a une déflagration, donc un mélange déflagrant, on avait vu déflagrant, de soufre, de nitrate de potassium et de charbon de bois. Inventée en Chine probablement vers le 9e siècle, elle est importée en Europe au cours du 14e siècle. En ce moment, c'est surtout des trous de balles qui alimentent le feu, mais c'est un autre débat. Ouais, oui, ouais, oui. Mais le super-feu, c'est pas juste un. C'est pas genre un défaut sur une espèce de petite camionnette. C'est pas une histoire de camionnette qui a pété et en gros, c'était pas très. Enfin, c'était pas volontaire? Ou c'est quelqu'un qui a brûlé une camionnette? D'ailleurs, j'ai vu ce matin que ils avaient fait appel aux camions des CRS, tu sais, pour les manifs, tu sais, les trucs pour l'eau, parce que le feu se propage un peu trop fortement vers un truc militaire où il y a des munitions. J'ai vu ça ce matin, si je dis pas de conneries. J'ai envie de dire, s'il y a un dépôt de munitions qui pète, c'est pas oufissime, quoi. Ok, donc je suis en train de regarder. Je parle de manière générale à travers le monde. Oui, 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 non, mais bien sûr. La carte est hallucinante et triste. Oui, il y a une carte du monde. Alors, j'ai vu aussi sur la carte de l'Afrique où ils font Afrique et Australie. En fait, on voit que c'est en train de cramer, mais c'est en train de cramer volontairement parce que ils utilisent, en fait, ils font des feux sur les terres agricoles, en fait. Donc, c'est des feux entre guillemets maîtrisés et volontaires. C'est un truc que j'aurais dû préparer avant. Tac. Voilà. Ok. Donc, la poudre noire est progressivement diffusée en Europe et en Asie jusqu'au XIIIe siècle. Utilisée pour les canons et les fusils, c'était le seul explosif chimique connu jusqu'au XIXe siècle. La poudre noire n'est plus utilisée de nos jours, ni pour les armes modernes, ni pour les applications industrielles, en raison de sa faible efficacité comparée à celle des explosifs plus récents. Son usage est aujourd'hui limité à des armes anciennes de chasse, de tir sportif, comme armes authentiques ou répliques,
ou aux pétards et aux feux d'artifice. Il existe des techniques agricoles où on brûle les terres après la récolte pour désherber. Ouais, on peut l'utiliser en France dans certains cas précis, genre des terres qu'on ne peut pas travailler avec des machines à cause de la pente par exemple. Ok, merci pour l'info, c'est hyper intéressant. Donc, là on est sur la fabrication, là on est calé sur les différents types. Là, on va avoir... Tac, ça va arriver. Je suis en train d'organiser en même temps comment, dans quelle direction on va aller quand on va pouvoir utiliser tout ce que Smash il m'a dit. C'est trop cool. Donc, on est là. Certaines sources situent l'invention de la poudre noire durant la dynastie Han. La dynastie Han, c'est celle qui est à peu près aux alentours de 200 avant Jésus-Christ. Mais la plupart des historiens pensent que la poudre à canon fut inventée en Chine dès le 7e siècle, durant la dynastie Tang, qui est entre... Ah ouais, donc, ok. Entre 200 avant Jésus-Christ et plus 600, c'est pas la même DA, il y a 800 ans entre les deux. En chinois, la poudre à canon est désignée par le thème Huo Yao. Le moto, il a tourné la tête, c'était vraiment en mode tu vas vraiment le prononcer, oui. Et j'étais en mode Huo Yao. Voilà, et c'est d'abord utilisé pour ses propriétés médicinales. Quoi? Ok, donc à la base, les propriétés médicinales. L'informatique, maintenant la poudre, tu prépares un coup d'état, je vois absolument pas de quoi tu parles. Pensez au premier gars qui est tombé sur la poudre à canon, à qui ça a certainement dû lui exploser à la figure. Ouais, tu m'étonnes. Tu sais, moi, c'est plutôt l'idée de les gars, et si on essayait de le cramer? Je suis sûre que c'est quelqu'un avec un TDAH, en fait, qui a voulu faire des expériences. Ok. Je veux savoir pourquoi on utilise... Je suis désolée, je fais une très grosse digression. Mais comment on peut utiliser la poudre à canon pour les propriétés médicinales en Chine? Surtout si c'était ça en première intention. C'est que... Ouais. Modo, il a dit gangrène, tu fais péter la jambe. La pharmacopée traditionnelle chinoise utilise des milliers de substances naturelles qui rééquilibrent l'énergie vitale et harmonisent les forces opposées. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Ok, ça ne me donne pas la réponse. La poudre à canon. Bah, surtout si en Chine, à la base, c'était pour ça, et après, ils l'ont utilisé pour faire péter. C'est comme le Viagra, c'était pas prévu pour... Ah, sérieux? C'est comme le Viagra, c'était pas prévu pour ça, et ça a été pris maintenant. C'était prévu pour quoi? On commence par la poudre à canon. Fausse, mais que c'est prévu à la base. Ah, donc genre, ils pensaient qu'ils avaient fait un shampoing anti-pelliculaire et ils se sont rendus compte que... Tu mets la poudre dans la blessure, tu enflammes, ça explose, la personne souffre plus jamais de sa vie. Eh, tu sais que, franchement, vous êtes synchro hein, avec le Modo. Modo, il a dit, il fait, bon, tu mets ça, tu fais péter la jambe et allez, merci, au revoir, quoi. Ok. Le terme poudre à canon, appliqué à la Chine, désigne le plus souvent le thé gunpowder, dont les petites billes de feuilles roulées rappellent la poudre noire. C'est vrai que le gunpowder, c'est vraiment des toutes petites billes très très serrées. Ok. Donc, le mot que j'ai pas réussi à prononcer, le Huo Yao. La traduction littérale, c'est drogue à feu en chinois. Et en fait, ça a été inventé par les taoïstes qui utilisaient déjà ces ingrédients, le soufre et la salpêtre, comme remède. Et donc, c'était utilisé en médecine chinoise pour traiter les parasites ou les affections de la peau. Un usage abandonné en raison de sa toxicité et de son explosivité. Jure! Ta mamie, là, qui s'est fait son petit remède pour la peau, qui passe trop proche d'une flamme. Adieu, mamie! Oh, je suis vilaine. Je suis vilaine. Eh bien, écoutez, je ne savais pas. Je ne savais pas tout ça. Allez, propriété médicinale. Mais en 1044, il est conseillé d'éviter ce type de mélange pour risque d'explosion. Tu m'étonnes. Ok.
Ensuite, Fujin Zongyao, qui donne une méthode de fabrication de grenades à la poudre noire, dont l'effet principal semble encore être le bruit. Au Xe siècle apparaissent les premières lances de feu, au départ de simples tubes de bambou contenant de la poudre noire et un projectile, dispositif fixé sur une lance chinoise. Ok, donc tube de bambou, poudre noire et projectile. Ok, ça a l'air assez simple. Ouais. Les techniques de fabrication de la poudre auraient été transmises au monde arabo-perse entre le 8e et le 9e siècle, car des échanges techniques d'alchimie existaient déjà entre le monde musulman et le monde chinois. Cependant, l'usage connu de la poudre semble plutôt dater du 8e siècle, avec des mentions écrites de compositions à base de salpêtre, dont les guerres entre la dynastie Yuan et les pays musulmans d'Asie centrale. En 1326, le chapelain du roi Édouard II d'Angleterre décrit les premières armes à feu. La poudre à canon a été introduite en Europe à partir du 8e siècle, principalement par l'intermédiaire d'échanges commerciaux avec le monde arabe. Il semble également que les Mongols aient joué un rôle déterminant. Si les Mongols sont entre les deux, tu m'étonnes qu'ils ont joué un rôle déterminant. Bonjour Mono! On apprend à tout faire péter! Ok. À partir du XIVe siècle, la poudre noire est utilisée pour animer des spectacles équestres du Maghreb organisés par des tribus berbères. On a Bacon et Legrand, et ces deux noms, ils me parlent sur les anciens lives. Roger Bacon et Albert Legrand en mentionnent la recette en s'inspirant de celle donnée par Marcus Grecus dans son manuscrit, mais le but reste incendiaire. Selon d'autres sources, le moine allemand Schwarz est considéré comme celui qui a redécouvert ses secrets en Occident. On mentionne un usage de la poudre pour l'artillerie en 1273. Les premières armes à feu utilisables apparaissent environ 50 ans plus tard. Ok. Ouais, le petit Shakili. Oui. C'est en 1617 qu'est attestée la première utilisation de la poudre noire en Europe pour l'extraction de minerais dans une mine de cuivre du Tillot, grâce aux travaux archéologiques menés. Colt est le premier à faire, en 1829, Colt est le premier à faire déflagrer une charge de poudre sous l'action d'un courant électrique. Ok, donc la poudre noire à la base ça faisait du bruit, puis ensuite ils ont fait des petites lances avec du bambou, de la poudre noire, un petit peu des projectiles. Et ensuite, ils se sont rendus compte que ça avait des buts incendiaires ou que ça pouvait faire péter des trucs. Mais il a quand même fallu attendre 1829 pour qu'une charge de poudre... Bah, oui, non, mais c'est évident. Pardon, j'ai lu et j'ai analysé en même temps. 1829, Colt est le premier à faire déflagrer une charge de poudre sous l'action d'un courant électrique. C'est tout à fait normal parce qu'avant, c'était pas encore prouvé, on n'avait pas encore ça. La théorie, c'est bien, mais quand est-ce que tu passes à la pratique? C'est la meilleure façon d'apprendre. Tu te calmes. Mais ça va pas. Ok, la poudre noire, on est bon. Ok, la salpêtre, c'est du nitrate de potassium. À quoi ça ressemble? Salpêtre. C'est un dépôt de minerai blanc et poudreux qui apparaît à la surface des murs humides, principalement causé par les remontées d'eau par capillarité et une mauvaise ventilation. C'est du... Je crois que je vois à quoi ça ressemble. C'est bombastique. Oh la vache. Oh la vache, Pugsley. Part en courant. Ah tiens, ça me rappelle une canne de Kingdom Come Deliverance 2. Tu devais tout faire péter? Sel minéral cristallin issu de l'évaporation de l'eau chargée en sel qui traverse les matériaux poreux des murs. L'eau du sol et des sous-sols monte dans la maçonnerie et transporte les minéraux jusqu'à la surface. Localisation s'observe souvent au bas des murs intérieurs dans les caves et au rez-de-chaussée. Donc ça veut dire que tu peux récupérer la salpêtre un peu partout, tu la fais sécher et techniquement, tu peux l'utiliser. Et en même temps, la salpêtre, comme il disait, c'est utilisé comme engrais et c'est peut-être pour ça qu'il contrôle combien, enfin, quelle quantité et comment tu utilises les engrais, tu sais, pour pas tout faire péter.
En fait, je peux faire des lives, il faut juste que je fasse attention et que j'envoie le modo lui acheter de l'engrais. Merci pour le follow, Java. Javan, pardon. Ok, on a l'aspect chimique, donc ça. Ok, dans les pièces d'artifice, on trouve généralement la composition charbon 15%, soufre 10% et salpêtre 75%. Cette poudre est un mélange de deux éléments très combustibles, le soufre et le charbon, avec un corps très oxydant, la salpêtre. La qualité de la poudre est due en grande partie au charbon utilisé. Il provient du bois d'arbres de plantes tels que le Ramus frangula, Solanum mauritanum, le prunier, le saule, le bourdaine, et on l'obtient par pyrolyse à 500 degrés. Ok, pour le charbon noir et 300 degrés pour le charbon roux, pour la poudre de chasse. Mais d'accord, donc ça veut dire que vraiment ce charbon, c'est un truc ultra spécifique dans des unités qu'ils vont utiliser. Ils inventent la poudre noire et tu dois trouver de la salpêtre, mais d'une manière peu conventionnelle, genre dans une tombe d'animaux, ou pour savoir si tu en as et tu le goûtes avec la langue. Mais non! Sérieux? Waouh! Ok. Ça nous emmène tranquillou vers ceci. Bougez pas. Comment sont faits les feux d'artifice? Parce qu'on était là à la base. L'histoire de la poudre noire et savoir pourquoi on utilisait la poudre noire. Et qu'ils ont dit, peut-être que quand mamie, elle se tartine de poudre noire, elle crame en passant à côté d'une flamme. Ils se sont dit, fallait peut-être arrêter. Sauf que la poudre noire, elle est utilisée justement dans les feux d'artifice. Et c'est le thème d'aujourd'hui. Ok. Donc, on a vu le débat sur la poudre noire. Au XIe siècle, des pétards, des tubes de parchemin scellés aux extrémités, à l'exception d'un trou permettant l'allumage, ont été développés selon une recette proche de celle de la poudre à canon d'aujourd'hui. En 1240, les Arabes acquièrent des connaissances sur la poudre à canon et ses utilisations en Chine. Un Syrien nommé Hassan al-Rama a écrit sur les roquettes, les feux d'artifice et d'autres incendiaires en utilisant des termes suggérant qu'il tirait ses connaissances de sources chinoises, telles que ses références aux feux d'artifice comme fleurs chinoises. Ok. On a Marco Polo en 1295 qui rapporte la poudre noire en Europe. Jusque-là, on l'avait vu. Et le premier spectacle pyrotechnique a lieu en 1487 en Angleterre pour le couronnement d'Élisabeth York. Et quasiment un siècle plus tard, on a des feux d'artifice qui sont tirés devant Élisabeth Ier. C'est génial. Ok. Alors. Comment on fait donc le feu d'artifice donc à l'heure actuelle? Faut pas pousser mamie dans la poudre noire, ça abrège ses souffrances, ça va. C'est de la solidarité en vrai. Alors, si je vous mets... Mais c'est quoi? Pourquoi ça se... Mais... Donc... Déjà, mamie, si elle a survécu au Covid, à toutes les canicules qu'on se fait, en vrai, la poudre noire, trop facile. Si elle sera là, elle regardera la poudre noire, elle va flemme. Si je vous passe en scène jeu, vous allez pouvoir voir ce que je vois. Putain, elle est où ma scène jeu? Bingo. Comment sont faits les feux d'artifice? Donc, en gros, on va avoir une sphère avec des billes de métal qui vont être mélangées avec différents sels. Oh, coucou Mickaël! Comment ça va? T'arrives pile au moment où on est en train de décortiquer un feu d'artifice. Mamie devant la poudre noire, t'es mignon avec ton homéopathie là. Il revient quand t'auras un vrai truc dangereux, mais tellement. Mamie en mode rien à branler. Oui, ça va. Ça va trop bien. Ça va trop bien. On apprend comment ça fonctionne un feu d'artifice. Donc, notre cher feu d'artifice. On va avoir un tube. On va avoir une mèche qui va sortir du tube.
Et en fait, on va avoir une coque avec à l'intérieur plein de petites billes. Et ces billes, elles vont être mélangées avec différents sels et différents minéraux, si je dis pas de conneries. Ça va faire les différentes couleurs. Sous cette petite mèche, on va avoir une première partie où on va avoir de la poudre à canon qui va permettre de lancer en l'air, en gros, cette petite sphère. Puis ensuite, on va avoir une deuxième partie où on va avoir de la poudre qui va permettre de faire dans un deuxième temps l'explosion. Jusque-là, normalement, je ne dis pas. Normalement, je ne dis pas de conneries. Salut, Modo préféré. Modo préféré est en train de jouer à Dead Zone. Il est en plein milieu d'un truc. C'est Jésus. Ah, t'as dit bonjour. Oui, ah mais oui. Donc t'imagines, t'as ton tube, t'as ta sphère. Ta sphère, il y a un fil qui va sortir en fait de ton tube. Et en fait, tu vas avoir donc cette boule de Noël à l'intérieur qui est remplie comme un Kinder Surprise. Tu as de la poudre à canon et différentes petites billes qui, quand elles vont se mettre à cramer, vont faire différentes couleurs. Et en dessous ça, bah en fait, ton petit fil, il est relié à de la poudre pour pouvoir le faire partir. Et c'est pour ça que tu as besoin d'un tube, parce qu'il faut bien que tu le propulses à un endroit. Ça prépare un attentat. Je veux tout faire péter. Et ça, c'est quand on parle du feu d'artifice, du gros feu d'artifice, qui est comment dire, que tu vas avoir genre au 14 juillet. Ça m'amène sur les familles des feux d'artifice. Je vous montre ça. Faut jamais dire qu'on veut tout faire péter, c'est risqué. Ok. Je souhaite tester ma pratique suite à une série de live sur la poudre noire. J'ai choisi et je préfère, plutôt que de faire cramer mamie. Alors, elle a dit qu'elle voulait tuer sa grand-mère. Elle a dit que... Allez, regardez ça. Ça, c'est les différentes familles de feux d'artifice. Et en fait, ce que je trouve hallucinant, c'est que on va avoir les petits feux qu'on va avoir sur la bouffe qui sont à gauche. Le deuxième, c'est les F2. C'est ce qu'on va avoir qu'on va récupérer dans les magasins. Les feux, les bengales, les machins, c'est le F3. Et le F4, c'est les grands feux qui sont réservés aux professionnels. Donc ça, c'est vraiment les charges, c'est ce qui va être placé en fait dans le tube. Et ce que me disait Smash par rapport à ça, c'est qu'en fait, tu dois avoir, tu dois être formé et tu as en gros des autorisations à avoir qu'à partir du moment du F4. Moi, je pensais que en fait, pour le F2 et le F3, enfin en gros, tu as tes petites chandelles pour ton goûter d'anniversaire et ton gâteau, que ça, tu pouvais, c'est bon, tu avais le droit de l'utiliser, et que les autres, fallait quand même des autorisations. Et en fait, non. Je crois que le F2, F3, si je dis pas de... Report Caro, je vois pas de quoi tu parles. Le F2, F3, la seule chose que tu as besoin d'avoir, c'est d'être majeur. C'est tout. Donc ça veut dire que rien en sécurité. Tu vois, tu as différentes formations quand tu veux être artificier. Alors attends, il faut que je change la typo. Allez, change-moi la typo, sois gentil. J'aurais dû le faire avant. Prochaine fois, je le fais avant. Donc, nous avons, si nous rentrons dans les détails. Smash, tu me dis si je dis des conneries. Nous avons le niveau 1, qui est le F4T2. F4T2, F4, c'est ce qu'on a vu, c'est la dernière petite truc à droite. Donc F2, F3, tu peux faire ce que tu veux. Tant que tu as 18 ans, tu pourrais être complètement bourré. Tu pourrais avoir un casier judiciaire bien rempli. Pas de problème. Donc F4T2, niveau 1. Tu as le droit de tirer des feux d'artifice qui montent jusqu'à 100 mètres. Et il faut un renouvellement tous les 3 ans. Il faut en faire 2 sur ta période tous les 5 ans, pardon. Et ensuite, tu as le niveau 2, où là, ça se renouvelle tous les 2 ans. Et ça permet des tirs... t'as pas de limite, en fait. T'as pas de limite de jour, t'as pas de limite de feu et ce genre de truc. Là, on est bon. Attends, je regarde si j'ai autre chose. Voilà. Je vais essayer de voir si je peux vous trouver un truc sur comment on le fabrique. Parce que là, on a vu le détail, on a vu ce qu'il y avait dedans. Mais oui, j'essaye de ressortir tout ce que tu m'as dit.
Donc les différentes catégories, les feux de Bengale. Ouais, c'est ça, interdite aux personnes de moins de 18 ans. Je suis en train de re-regarder F2, F3, on est bon. Et F4, c'est tout ce qui fait des gros feux d'artifice, en fait. C'est tout ce qui va faire des énormes feux d'artifice. Ok. Les petits trucs pour les effets de scène jusque-là, il n'y a pas de problème. Ok, les formations, on est bon. Est-ce que je peux vous trouver sur YouTube, attendez, une truc sur la fabrication? Dans les fabricants, là, ce qui était dit, c'est que c'était principalement la Chine qui était le premier producteur en fait pour les feux d'artifice. Et qu'en France, il n'y avait qu'une seule entreprise qui avait les habilitations en fait pour fabriquer des feux d'artifice. Et ce que me disait Smash par rapport à ça, c'est qu'il y avait entre guillemets, une petite règle un peu cool à retenir. C'est que ton feu d'artifice, tu vois, c'est une espèce de sphère qui est un petit peu emballée avec ta charge et le fil. Et en gros, en fonction de la taille de la sphère, ça te donne une petite règle assez facile à retenir. Ça veut dire que si ta sphère, elle fait 50 mm, et ben en fait, elle va monter à 50 mètres de haut et elle va exploser sur 50 mètres de large. Et je trouve ça hyper cool d'avoir des règles qui sont aussi simples. Ça veut dire que si ta sphère, elle fait 100 mm, donc 10 cm de diamètre, en fait, elle va monter à 100 mètres de haut et elle va faire comment dire, l'explosion, en fait, va être sur 100 mètres. Attention, le raid va débarquer. C'est pas possible, il pourrait pas débarquer. Il faudrait déjà qu'il passe la montagne de carton qu'il y a devant la porte. Voilà. Tu veux pas te faire attaquer? Sois bordélique, hein. Merci, au revoir. Et donc ça veut dire qu'en fonction de la gueule, juste l'aspect de ta charge, et ben en fait tu sais à peu près à quelle hauteur ça va monter. Je trouve ça trop cool. C'est hyper intéressant. Alors, comment on fabrique des feux d'artifice? Que je check. Ça donne également la distance de sécurité minimale pour le chantier. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas précisé ça. Donc ça veut dire, est-ce que la règle est aussi simple? C'est-à-dire que quand tu tires un 50 mm, tu dois être minimum à 50 mètres? C'est ça? C'est aussi simple? Ou là-dessus, pour la distance, c'est pas tout à fait les mêmes chiffres? Le raid qui rentre en enfonçant la porte tombe pas tellement t'as de carton, t'es obligé d'escalader et tout. Il y en a qui ont essayé d'escalader, ça fait une semaine qu'on est en train de les chercher, on sait pas où est-ce qu'ils sont. On est à deux doigts d'envoyer les chiens pour les retrouver. Exactement. Oh, c'est trop cool! C'est trop cool. Après, il y a des calculs plus poussés, mais de manière générale, c'est ça, c'est génial. C'est super intéressant. Alors, est-ce que j'ai la fabrication? Non. Comment on fabrique? Allez, je vous trouve une vidéo sur la fabrication. Ah, je crois que j'ai trouvé. Il y a toujours des calculs qui sont plus poussés, mais j'aime bien en fait les règles qui permettent en fait de vraiment comprendre et de dire ok, mais en fait si le truc il est gros, ça veut dire que ça va péter très fort, très haut, et il faut se barrer. Est-ce que j'ai... Qu'est-ce qu'on a là? Regarde, je fais un... Je suis pas sûre qu'ils soient en train de vraiment l'expliquer. Ok, rien que pour ça, le mec, t'as l'impression qu'il est en train de faire de la cuisine. Allez, je vous passe dessus. Est-ce qu'on voit là ou pas? Attendez. Tac. On est bon? Je vais quand même vous le mettre en grand. Bon, il y a un peu ma gueule devant, mais je suis sur la scène jeu, je fais ce que je peux. Donc, là, on a une feuille. En fait, il y a plein de... Tu sais, ça part un peu dans tous les sens. Là, il y a la poudre noire. Il y a le tube. Je suis en train d'essayer de comprendre. Ok. On a des petits tubes en carton.
Ok, ça. Mais merde, j'aurais pas dû toucher. Je vais juste faire des pauses au maximum. L'espèce de petite plaque qu'on a vue avec tous les tubes qui sortaient, en fait, c'est pour pas que ça parte dans tous les sens et c'est pour pouvoir les mettre dedans. On a la poudre à canon. Est-ce que vous avez vu la taille de ce truc? Je sais, c'est pas une histoire de taille, mais ce machin est énorme. Le truc, il fait 30 cm de diamètre. C'est hyper beau. Et du coup, ça va enrouler. Ok. Ça, c'est les mèches. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont les Japonais qui détiennent le record de la plus grosse bombe d'artifice. Ah ouais? Pour le coup, si la taille compte, bah ouais. Non, mais franchement. Regarde, on dirait qu'il fait de la cuisine. Ok. Donc ça, c'est un petit pétard. Ok, je vais essayer de vous en trouver une autre. Je trouve ça hyper intéressant. Et en fonction, en fait, du sel. C'est quoi les plus gros calibres de feux d'artifice que tu connais? Et ça fait des explosions de quelle taille? Attends, je vais chercher aussi. Euh, Plus gros feu d'artifice. Charge. Est-ce que je peux le trouver? Le plus gros mortier du monde. Attends. Pour une fois, je cherchais pas. En même temps, la cuisine, c'est de la chimie. Oui! Hervétis, il explique tout. Il fait de la chimie de la bouffe. En France, c'est 300 mm 30. Ok. Alors. Oh. Ok, bougez pas. Faut que je vous montre le site. Le plus gros mortier d'artifice au monde, le Steamboat Spring, aux États-Unis, en février 2020. Un record historique a été établi. Un mortier d'artifice de plus de 1,5 mètre et de 1 tonne 270 a été tiré dans le ciel, atteignant 671 mètres d'altitude avant d'exploser dans une gerbe dorée spectaculaire. On voit ça. J'ai eu la chance de tirer du 250 mm. C'est déjà impressionnant, mais tu m'étonnes. Oh, ça doit coûter tellement cher. On est sur le site Les Magiciens du Feu. On est sur la partie... tac, tac, tac. Attends. Euh, 1500 mm le truc, la vache. Mais 1 tonne 250. Euh, T'es mal à la taille du truc, c'est pire que Wrecking Ball. La Miley Cyrus, on dirait une boule de démolition. Mais c'est énorme. Ça revient à faire un canon capable d'envoyer une voiture à 650 mètres de haut, mais tellement. Un magicien du feu, on appelle ça un pyromancier chez moi. Alors, regardez ça. On se le regarde? On se le regarde. Donc tous ceux qui étaient passés en mode ASMR qui sont en train de regarder autre chose, si vous voulez, on va lancer la vidéo de la plus grosse charge. 1,5 mètre de diamètre pour 1270 kg envoyée à 671 mètres d'altitude. Regardez ça. Tu sens que c'est lourd quand même, hein, ça va pas, c'est pas très rapide. Oh, waouh. Ah, c'est ceux que j'adore en plus. Moi, ceux que j'adore, c'est ceux où, voilà, où ça descend comme tout plein de petits pluies. C'est énorme.
Il y a plusieurs chasses, t'as vu? Non, j'ai pas vu. Attends, j'ai pas vu. Mon Dieu. Il en met plusieurs? Ah oui! Oh, regardez! Dans la montée. Oui, 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 c'est bon, j'ai vu. Donc ça monte au cerveau. T'as bu ton café? Ok. Oh, c'est monstrueux. Énorme. Le bruit que ça doit faire. On connaît la taille de l'explosion là. Bah en vrai, si tu fais la petite règle tout le simple, c'est à la louche, si t'as 1500 millimètres, ton explosion elle est sur 1 km. Attends, sur 1500 mètres. 1,5 km. Ouais, c'est ça. Sauf que si ça monte à 671 mètres de haut, peut-être que ton explosion fait que 600 mètres. Mais c'est une station de ski, non? On dirait une station de ski. Ça avait l'air monstrueux. Attends, peut-être qu'il donne un petit peu plus d'informations. La profondeur du tube de tir était de 7,92 m. Diamètre du mortier, 1,57 m. Cette performance exceptionnelle a nécessité une conception sur mesure de l'obus, avec plus de 80 km de papier armé utilisé pour renforcer la coque. 1 mois de préparation, jusque-là, il n'y a pas de souci. Et on a le géant traditionnel du Japon. Le Japon, berceau de la pyrotechnie raffinée, détient un autre record hors norme avec le légendaire Yonshadun. Attends. Yonshaku. Non. Promis, je suis pas en train d'invoquer les esprits. Yonshakudama. Voilà. Tiré chaque année à Katakai dans la préfecture de Niigata. On va regarder celui-là et ensuite on va y aller. Ok, donc là on est sur celui-ci, on est à 420 kg pour une bombe d'1,20 m de diamètre. L'explosion dans le ciel, ok. Là, tu vois, ça... Attends, est-ce que ça le met plus haut? Non, ça n'a pas mis l'explosion dans le ciel. Pour celui au Japon, ça met une explosion qui fait 800 mètres de diamètre. Et altitude de tir, plus de 820 mètres. Enfin, c'est énorme. Ça nous gêne pas si t'appelles les esprits pour faire pleuvoir. Mais moi, j'adore la blague de « T'es en train d'invoquer les esprits ?» Non, connasse, je suis en train d'essayer de parler espagnol. Voilà. Voilà, voilà. Regardez ça. Là, on est sur le 800 mètres de haut, 800 mètres de large pour 1,20 m. C'est monstrueux. Oh, il y a plein de petits trous. Wow. Ok, je suis une gamine, j'assume. Tu vois, moi, je suis toujours émerveillée justement par les feux d'artifice. Je trouve ça extraordinaire. Ok, c'est cher. Mais quand il y a quelqu'un à côté de moi, en fait, qui est en plein milieu de feux d'artifice, qui fait «Et allez, nos impôts, et 800 €, et le machin», la personne, j'ai envie de la frapper très, très, très fort. Là, pour le coup, ça me... T'as envie de dire «Viens pas, viens pas, laisse-moi être émerveillée comme une gamine, tout va bien». Bon, multi-effet. Attends, on se la refait. Une. C'est extraordinaire. Et la couleur est liée en fonction des sels que tu vas utiliser. Attendez, je repasse en gros plan. IsoStream. Je suis la personne à côté. C'est magnifique en vrai. Je comprends pas ton... Attends, c'est une blague, c'est pas une blague? Je suis la personne à côté? En multi-effet. Attends, il y a un lien? Ah, expliquez-moi, je suis pas sûre d'avoir compris si c'était une blague ou pas. Alors, la couleur des feux d'artifice, où est-ce qu'on est? Tac. Ah, ça y est, je l'ai. Regardez-moi toutes ces petites couleurs. La première question que j'ai posée, quand Smash il m'a parlé de ça, justement des différentes couleurs. Alors en vrai, les gens n'ont aucune idée du prix des artifices, juste parce que c'est
Juste que parce que Paris est cher, mais Paris, il est monstrueux. Oui, la personne qui râle, quoi. Non, c'est toi la personne qui râle sur les feux d'artifice? Mais ça va, tu veux un câlin? T'arrives à gérer tes tempêtes émotionnelles? Mais non, mais faut pas dire ça, mais enfin! Oh là là, dis donc. Mais non! Laisse les gens s'émerveiller, enfin. 1,5 et 2 millions pour Paris, mais c'est pas le prix des différentes communes en France. Oui, mais après, moi, tu vois, quand t'as tout le truc, tu rentres pas dans le débat des budgets qui sont mis pour. Tu vois, ces commémorations et des trucs comme ça, il y a plein de choses. Il y a plein d'économies que tu pourrais faire. Et pour moi, c'est pas sur les choses qui rendent heureux et qui rassemblent les gens qu'il faut commencer. Là où il faut commencer à faire des coupes budgétaires. Tu sais, on peut le faire sur les emplois fictifs, les machins. Enfin voilà, j'ai toute une petite liste de suggestions qui font que si on a des économies à faire, je pense pas que, tu vois, sur l'art, la culture, les choses qui rendent les gens heureux, je suis pas sûre que c'est là-dessus que ce soit nécessaire. Moi, je râle sur les feux d'artifice quand ils sont trop petits, et donc je viens pas. En fait, quitte à dépenser de l'argent pour faire ça, autant que ce soit un vrai moment enchanteur. Ouais, je suis d'accord. Ça commence à 600 € et en moyenne, c'est 3 à 6 K pour la plupart des communes. Si peu. Je m'attendais à ce que ce soit plus. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus cher, par contre. Tu vois, moi, je m'attendais pour des communes, entre guillemets, euh, tu sais, la petite commune et tout, genre un minimum de 10-12 K. Mais je suis d'accord avec toi, Malf, je suis exactement pareil, quoi. C'est quitte à le faire. Je sais qu'il y a une commune qui le fait 1 an sur 2 à côté de chez mes parents. Ils le font 1 année sur 2. Et ils font un truc plus gros. Et en fait, je suis tout à fait d'accord. Tu sais combien coûte le feu d'artifice de fin du Hellfest de ces dernières années? Non, je veux savoir, mais je veux surtout aller au Hellfest. J'aimerais, vraiment. Mais je peux pas faire 4 jours d'affilée, mon cerveau, il tiendrait pas. Donc du coup, mais il faut que, mais un jour, j'aimerais le faire, le Hellfest. Bon, non, je sais pas du tout. En vrai, il y a une règle basique pour les petites communes. 1000 € pour 1000 habitants. Ah ouais? Oui. En fait, j'aime bien les choses qui sont expliquées simplement. Tu vois, il y a des choses qui sont complexes, mais il y a des choses qui sont quand même assez faciles à comprendre et où t'as pas besoin d'avoir fait des études longues pour comprendre un principe de base, quoi. Mais je m'attendais pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas si cher que ça. Bon, et du coup, le Hellfest, combien ça coûte? Donc, quand c'est du privé, il n'y a pas d'appel d'offres. Alors, je sais pas. 1 € par habitant, c'est pas mal. Bah, en vrai, c'est cool. Nos petites couleurs. On est bon. Ok, pour les couleurs, on a différentes choses. On a le cuivre qui fait de la couleur bleue. Et en fait, soit on fait du chlorure, soit on fait du sulfate de cuivre. Je m'attendais à ce que ça donne du vert. C'est peut-être débile, mais pour moi, le cuivre aurait donné du vert. C'est con. Enfin, c'est con. Non, c'est pas con, mais pour moi, ça me semblait plus évident. Mais après, quand ça crame, voilà. Pour faire du violet, il faut du potassium. Pour le bleu, le cuivre. Le vert, du barium. Le rouge, du strontium. Et le blanc. Et du coup, la petite anecdote que Smash m'a racontée pour le blanc. Pour le blanc, il faut du magnésium et de l'aluminium, mais il faut surtout du magnésium. Et ce qu'il m'expliquait, c'est que le magnésium, le problème, la poudre de magnésium, c'est inflammable à l'humidité, à l'eau. Et il disait que c'était la merde pour comment dire, les feux d'artifice où il y avait du magnésium, parce qu'il suffisait que tu avais la boîte et que tu transpiré pour que ça crée une flamme. Et donc, du coup, les feux d'artifice qui sont blancs à base de magnésium, bah, ça les rend super instables. Alors, les dangers. Faut que je vous montre, là, on va pouvoir repartir sur la petite présentation que Smash avait faite, qui est extraordinaire. Alors, on va mettre... Tac.
C'est bon, ça c'est bon. On remet la bonne typo. En fonction du feu d'artifice, tu vas avoir différentes manières de le lancer. On peut avoir une planche à clous. On est d'accord que c'est littéralement une palette sur laquelle tu vises des clous, Smash. Je vous montre ça. C'est moi juste faire la correction. Mais pas de jugement sur les typos, j'ai tout changé parce que j'avais pas les typos qu'il avait sur son truc. Allez, Tisha. Allez, système de tir. Tu peux prendre n'importe quelle planche. Mais du coup, tu prends n'importe quel truc qui est isolant parce que ton conducteur, ça doit quand même être ton clou. Sur le forum du Hellfest, on trouve les infos comme quoi il coûterait 100K. Le feu d'artifice, ça me paraît pas cher. Il est énorme. Une vis ou un clou. Ok. Je vous montre. Je trouve ça méga intéressant. Je te remercie, Smash, d'avoir donné cette info-là et d'avoir été OK, en fait, pour répondre à toutes mes questions, parce que c'est trop cool. Donc, système de tir. Une bonne vieille planche à clous. Et donc, j'ai appris qu'on était sur un courant continu. Et maintenant, grâce à ces lives-là, je sais ce que c'est un courant continu. Du coup, je suis trop fière de moi. Et c'est trop bien. Même si à chaque fois les courants alternatifs, ça me fait penser à des petites mini-olas d'électrons. En fait, maintenant, je sais ce que c'est un courant continu ou pas. Bon, bref, je trouve ça trop bien. Et une console de tir. La console de tir, ça ressemble. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au truc de bombe nucléaire, tu sais, avec les deux clés et puis t'appuies dessus et machin. La console de tir, ça coûte cher. C'est pour les gros feux d'artifice. La planche à clous, c'est à l'ancienne, mais qui fonctionne très 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 bien, hein, concrètement. Mais ouais, la console de tir, petite console de tir, si je me trompe pas, genre 500 €. Et grosse console de tir jusqu'à 10K. Genre tirer 3-4 exemplaires en même temps pour que toute la largeur ait la même vue. Il dure genre 15 minutes, ouah, avec de la musique, il est bien fourni et beau. C'est trop bien. Il est pas énorme, il est gigantesque. On va y aller, hein, au Hellfest. On va y aller. Non, c'est vrai que j'aimerais le faire, mais en fait, les passes, ils sont impossibles à avoir. Et puis là, tu vois, avec la commotion, euh, et en fait, il y a des trucs que je peux plus vraiment faire, ou alors il faut que j'adapte. Et du coup, moi, avec tout ce qui m'est arrivé, je peux demander, tu vois, à passer un petit peu les fils et les trucs comme ça. Et par exemple, on va aller au concert du The Event, et là, je suis en train d'essayer de prendre contact justement avec l'Accor Arena pour voir comment moi je peux passer, parce qu'il faut que je passe en priorité et tout. Et donc, du coup, t'es en mode, ok, mais comment ça se passe en fait dans les salles de concert et dans les trucs comme ça, maintenant que ma réalité c'est ça. Et du coup, je trouve ça assez intéressant parce que ça a fermé des portes et ça en réouvre des qui sont un petit peu différentes. Alors, je vois que c'est chaque couturier qui le fait, le même qui fait les Sables d'Olonne, et c'est un peu l'artiste de la pyro. D'accord, un staff rime. J'ai fait 15 éditions. Mais non! Ça y est, je suis jalouse. Allez, 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 Instafree, je suis jalouse. Ouais, j'avais contacté le Hellfest. Oui, j'ai le droit au coup de fil là maintenant. Avec la commotion, j'ai une carte maintenant qui me fait un coup de fil. Et du coup, a priori, ouais, c'est assez cool. Quand je les ai contactés, ils m'ont dit que. Parce que je leur ai demandé si je voulais prendre euh, des passes, mais des passes à la journée. L'idée, ce serait de faire peut-être 2 jours. Comment ça se passait s'il fallait que je les contacte eux pour avoir les places? Et ils ont dit non, vous prenez les places et après vous nous contactez. Mais en même temps, ils m'ont dit oui, vous nous contactez quand même au mois d'octobre, hein, pour nous donner la copie de votre carte. Et là, t'es en mode bon, d'accord, au mois d'octobre, je t'envoie un petit message. Mais apparemment, ouais, ils ont un truc qui est vraiment pas mal, justement pour la gestion. Et je trouve ça assez cool, en fait. Ça permet de pas fermer les choses. Bon, même si je serais greffée à mon casque anti-bruit. J'ai déjà accompagné une personne qui a un coup de fil et c'était vraiment bien géré. Ah, c'est génial. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool, c'est bon à savoir. Si AC 984, il était là, il dirait on va au Tomorrowland aussi.
Ok, alors attends. On retourne sur les explosifs. Hop. Les dangers. Ah, ben les dangers, c'est de se faire mal. Non, c'était pas ça c'était ça que je voulais vous montrer. Regardez ça. Attends. L'installation. Smash, au milieu, en fait, des 50 milliards de questions en fait, que je lui posais, il m'a donné plein de petits fun facts qui étaient un peu choux. Et notamment dans les fun facts, c'était t'as toujours un débile qui va vouloir passer là où il n'a pas le droit de passer. Voilà. Ça, c'est là où on met. C'est le mortier, je crois. Si je dis pas de conneries, c'est le mortier. Donc c'est le tube dans lequel tu vas placer ta charge et où le fil sort. Le fil est relié soit à une planche de bois, soit à une espèce de petite valise, c'est ça? Et en fonction, là, tu vois la taille du tube, le tube a l'air grand, même si des fois il y a peut-être une histoire de perspective. Et ben en fait, sur la jetée, tu dois être très très lent. Je ne me souviens plus où c'est Smash. Je me souviens plus sur quel feu d'artifice c'était. Et donc, du coup, bah, t'as toujours un couillon qui dit moi je veux passer. Et donc, du coup, tu as Smash et son équipe qui sont là en mode tu ne passeras pas. Ils font du Gandalf. À Carnon, sur le bord de la Méditerranée. Ah, genre, t'as un parking dédié à 150 mètres de l'entrée du festival, alors que les autres, c'est plutôt 2 kilomètres voire plus. Des points de questions dispo à plein d'endroits, sur toutes les files ont des endroits coupe-fil. Toutes les scènes ont des zones PMR. Ah, c'est super cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. La carte, je l'avais pas encore quand on a fait le... Merde, c'était ça que je voulais faire. La carte, je l'avais pas encore quand on a fait, quand on est parti en Guyane. Et notamment la station debout, c'est quelque chose qui est debout, immobile, sans pouvoir bouger, me déplacer, genre une file. Tu sais, les files pour rentrer dans les avions. euh, on n'avait pas ça quand on a pris l'avion et je me dis, en fait, ça changerait énormément de choses. Ça changerait énormément de choses juste en termes de confort, en termes de... Enfin, surtout les problèmes neuro que je peux avoir, quoi. Parce que c'est un peu... un- c'est un peu comme une surcharge, en fait. Il y a une jauge, elle va monter, 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 monter. Et une fois que c'est dépassé, merci, au revoir. Et donc, c'est tout un tas d'éléments, en fait, et notamment la station debout dans une file d'attente sur quelque chose qui est inconfortable, sur lequel il y a du bruit. Et pire que ça, il y aurait un rayon de soleil dans ma tronche. Je crève. Il me faut 5 minutes pour péter les plombs et puis pour pas être bien, en fait. Pour pas être bien, avoir des problèmes pour parler, des trucs comme ça. Donc, en vrai, si on peut se faire ça, ça peut être pas mal. Faut que j'arrive à être suffisamment au taquet pour savoir quand est-ce qu'ils vendent les passes, sur quel jour et ainsi de suite. Alors, tac. Comment se déroule le spectacle? Préparation, chargement du matériel, vérification de la sécurité. Si je dis pas de conneries, genre ça commence à 7 heures du matin. 7 heures du matin et que tu commences à tout installer. Tu restes là et en gros, tu fais ton tir. Ensuite, une fois que tu as fait ton tir, donc nettoyage, vérification et rangement du matériel, et donc tu fais ton montage. Tu te mets devant pour que les gens ils fassent pas n'importe quoi. Ensuite, tu tires ton feu d'artifice. Et ensuite, tu as un temps d'attente d'une demi-heure. Parce que sur ton feu d'artifice, tu as toujours un risque qu'il y ait des charges qui soient pas parties. Et malheureusement, bah, si tu mets la main près d'une charge qui n'est pas partie et qu'elle part un petit peu n'importe quand parce que ça devient quelque chose qui devient instable, bah tu peux perdre un membre, tu peux perdre une main, tu peux perdre des doigts et ce genre de choses. Et du coup, ça, c'est pas extraordinaire. Donc, ce que me disait Smash hier, c'est que quand, une fois qu'il avait fait un tir, eux, ils attendaient pendant une demi-heure et je lui ai demandé ce qu'ils faisaient des charges qui n'étaient pas utilisées. Tu peux faire différentes choses. Tu peux choisir de foutre de la flotte dessus pour la rendre totalement inutilisable ou tu peux choisir de la mettre dans le sable, de l'enterrer dans le sable. C'est une possibilité aussi. Comme ça, au maximum, ça t'explose pas à la tronche ou tu mets du sable dedans, mais du coup, ça te permet en fait de neutraliser justement les charges. Ensuite, que ce soit entre guillemets traité. Ça va, je dis pas de conneries, Smash? Je pense qu'on est pas mal. Alors, celle-ci, tac. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, d'avoir tout plein de photos, tout plein de trucs comme ça, parce que tu n'y as pas accès, en fait. Nous, par exemple, celui de Valence, on voit pas du tout où c'est tiré, on voit pas du tout la structure, on sait pas à quoi ça ressemble, on sait pas. Mais heureusement qu'on sait pas à quoi ça ressemble, parce qu'il y aurait 4 couillons qui voudraient faire exactement la même chose et qui referaient ça un soir de Coupe du Monde ou ce genre de choses. Rien à redire. Et... Ali. Là, différentes photos. Donc, je trouve ça trop cool. Et c'est ça qu'on voyait dans la petite vidéo qu'on a passée, mais c'était en plus petit.
Peut-être qu'ils faisaient les petites boîtes ou les trucs comme ça. Je regarde un petit peu le diamètre. Parce qu'en fait, ton tube, en fait, te donne la charge qu'il va y avoir dedans, parce que c'est hyper serré pour que quand ça pète, en fait, ça propulse loin. Si tu as un tube qui est trop gros par rapport à une charge qui est petite, en fait, ça va se disperser et ça va servir à rien. Si je trouve ça trop intéressant. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. On est sur les spectacles, je vous repasse ici. Trop cool. Je suis bonne sur le timing. Et en plus, je suis bonne sur le timing, c'est trop bien. Oui, faut pas que je loupe mon rendez-vous, je me refais les ongles. Je me mets pas en retard. Fanny, je la mets pas en retard. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Je vérifie sur toutes mes petites notes. Le système de tir. Ok, l'ordre chronologique de la prestation. On va aller un tout petit peu plus loin parce que j'ai plus de détails à donner. Alors, dans les petits fun facts aussi que j'ai eus, mais là, on est sur la partie fun fact un petit peu flippant. Il a fallu énormément de temps et ça fait pas très longtemps que tu dois faire des déclarations en préfecture ou que tu dois emmener tes charges dans un dépôt en préfecture. Et ça, les gens le savent pas. Mais si tu as envie de stocker des feux d'artifice dans ton garage ou que tes enfants fassent joujou avec des charges et des machins, mais en fait, c'est pas hyper bien contrôlé. À l'inverse d'une arme où je crois qu'il faut justifier comment dire, d'un coffre. Je crois que sur les armes, il faut justifier d'un coffre-fort ou un truc comme ça. Bon, après, tu as toujours un couillon à 4 grammes le dimanche midi qui sort sa petite carabine à plomb pour tirer. C'est un autre débat. Mais je m'attendais à ce que ce soit hyper sécurisé parce que c'est de la poudre à canon, parce que potentiellement, bah, c'est pas officiel en fait. T'imagines, il y a un couillon qui amène ça, je sais pas, sur un match de foot ou dans une foule ou dans un truc comme ça. Il met ça sur un marché de Noël, mais le truc, il fait une émeute, quoi. Jusqu'au F3, c'est en vente libre pour les personnes majeures. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et j'avais demandé, et où tu n'avais pas trop su me répondre, c'est est-ce qu'il faut justifier d'un casier judiciaire vierge pour pouvoir être artificier, pour pouvoir exercer ton métier d'artificier? Ça, je trouve ça assez intéressant de le savoir. Nous, je sais que en tout cas, bah, avec le modo, on est dans le métier du sport, on peut pas avoir de carte pro si on a un casier judiciaire. Qui est quand même un petit peu indispensable parce que la plupart des profs de sport, même si nous on est en contact avec des adultes, la plupart des profs de sport sont en contact avec les enfants. C'est normal, c'est le minimum hein, pour moi. Mais voilà. Pardon. Donc pour l'ordre chronologique, comment ça se passe? Il y a le contact du chef d'équipe pour proposer un spectacle et désignation des statuts. Au niveau des spectacles et au niveau des charges, les charges n'ont pas un nom particulier parce que là, je lui ai demandé en fait moi à quoi ça. J'aimais bien un petit peu les charges qui ressemblaient un petit peu à un saule pleureur. Et en fait, tous les noms changent, mais c'est un peu un petit peu du market. Et puis, je trouve que c'est peut-être un petit peu pour empêcher les gens de dire alors on veut ci, on veut ça. Et puis la verte, on la veut pas. Et puis la petite, on n'aime pas trop. Tu vois, je pense que les entreprises, en fait, elles font leur business avec des trucs qui sont impressionnants, sur lesquels ils font pas beaucoup de marge, d'autres sur lesquels ils font beaucoup, beaucoup de marge. Une belle musique, un bon truc et un spectacle complet, quoi. Bonjour Toubab, comment ça va aujourd'hui? Ok, donc, on contacte le chef d'équipe, on se met d'accord, et en tant que chef de tir, il est responsable du chantier, des risques incendie et accidents des membres de l'équipe et des membres de l'équipe. Ça, c'est ce que je savais pas. Je pensais en fait que c'était les mairies en fait qui étaient responsables de ça, et en fait non, c'est l'entreprise qui est responsable de la sécurité du comment dire c'est pas un chantier, mais c'est pas un pas de tir non plus, mais en gros, tu as installé ton truc, c'est l'entreprise, mais tu as envie de dire pour des grosses sociétés, enfin pour des grosses villes, tu as envie de dire, ça pourrait être bien qu'il y ait un peu la police municipale, des services de sécurité, des trucs comme ça, pour pas qu'il y ait quatre couillons qui fassent de la merde. Ça s'appelle un chantier. Ok, tranquille, je reviens d'une promenade autour d'un lac. Eh ben écoute, nous, on est en train de parler des feux d'artifice avec Smash qui a répondu à quand même pas mal de mes questions hier, qui est artificier à à ses heures perdues. Ça fait combien de temps que t'es artificier, Smash? Depuis 2007. Ouais, ça commence à faire, hein. Ok. Ensuite, le chef d'équipe s'occupe de la gestion administrative et fonctionnelle du feu, comme la déclaration en préfecture ou la location d'un véhicule réglementé, par exemple. Véhicule réglementé, ça veut dire que tu dois prévenir.
Faisons une supposition. Tu mets dans ta camionnette tout le contenu du feu d'artifice d'une ville un peu grosse. Tu dois prévenir, tu dois être escorté par la gendarmerie, tu dois prévenir. Imagine, tu as un accident sur l'autoroute, comment ça se passe? Imagine, tu es coincé dans un feu de forêt. Et toi, comment ça se passe dans ces cas-là? Il faut que le conducteur soit séparé par une cloison du contenu. Ok, j'ai vu ça. Alors, ce qu'il faut un casier judiciaire vierge, ou c'est comme le président de la République, pas besoin. Pas besoin. Donc, t'as 18 ans. Non, t'as pas de tonnage précis pour être en ADR. ADR. ADR, c'est quoi? Attends. Ok, c'est la certification pour le transport des matières dangereuses. Et il y en a différents types qui existent. Hop, pour les chauffeurs poids lourds, c'est ça. Ok. Bonjour Kika, bienvenue sur le live. Ok. Donc, 333 kilos de matière active, me semble-t-il. Wow, wow. Oui, quand même. Merci Kika pour le follow. Non, et c'est bien, on a les petits chats qui tournent. Quand on follow, à chaque fois, ça fait un petit chat différent. C'est trop chou. Alors, ensuite, le chef d'équipe s'occupe de la gestion administrative et fonctionnelle du feu. Est-ce que le chef d'équipe, c'est lui qui décide où c'est tiré? Alors, je sais qu'il y a une histoire de culture en disant, bah, chaque année, notre ville, on le tire à tel endroit et tout, mais est-ce qu'il a le droit de dire, bah, en fait, nous, on le tire si, par exemple, vous passez la pelouse sur le champ où vous le tirez, et ainsi de suite? Est-ce que s'ils ils ont le droit, c'est eux qui décident de ça ou pas du tout? Moi, je me souviens, le, la famille de mon père est normande. Et sur les 14 juillet, on faisait, je sais pas si ça vous parle, on faisait une retraite au flambeau. Donc ça veut dire qu'on avait des petits lampions avec des petites bougies. Forcément, on était des gosses. Donc une fois sur deux, tu avais le lampion qui cramait avant qu'on arrive sur le truc du 14 juillet. On fermait, on éteignait nos petits lampions. Normandie, hein, avant que ça crame, franchement, voilà. On éteignait nos petits lampions et en fait, ils faisaient partir le feu d'artifice dans un champ. Donc tu transportes 333 kilos d'explosifs dans un camion sur l'autoroute et il se plante. Ça peut faire mal, ouais. Comme tout transport de matière dangereuse. Oui, effectivement. En fait, je me dis, ça serait, en termes d'organisation, ce serait un enfer de devoir avoir une escorte, tu vois, ou des routes particulières. Mais c'est surtout, bah, dans un sens, c'est mettre un gros point d'exclamation en disant, vous avez vu, lui, il transporte de la poudre. Tu vois, si tu transportes ça dans une camionnette, un petit peu comme les convoyeurs de fonds. Les convoyeurs de fonds, en fait, c'est une petite camionnette. Ceux qui récupèrent les billets, je parle pas des pièces, mais ils sont dans une petite camionnette. Je me souviens de l'époque, j'avais été, quand j'étais vraiment très 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 jeune, j'avais été stagiaire, été dans une banque pendant 2 mois. Et je me souviens, c'était le directeur qui m'avait dit, bah écoute, si tu veux, à peu près aux alentours de telle heure, on va boire le café à tel endroit dans l'agence. Et en fait, les cassettes de billets qui sont ultra sécurisées, ou si tu essayes de les péter, ça fait de la couleur, c'est tellement sécurisé qu'en fait, les gars, ils étaient en petite camionnette. Tu sais, la petite camionnette de... Genre limite, la petite camionnette de Manouche, ils étaient en t-shirt, ils étaient même pas armés ou n'importe quoi. Ils te récupéraient ça et t'avais mais une somme colossale là-dedans. Et c'était en mode, mais en fait, ils sont en camionnette, personne sait qui c'est, personne sait machin. En vrai, ça passe tout seul. Je viens de voir, facteur 0,55, c'est comme si tu transportais 180 grammes de TNT. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? En fait, c'est plutôt le fait qu'il y ait du vol ou ce genre de choses. Moi, je parlais du fait, bah, il y a un accident sur l'autoroute, t'es au milieu d'un feu, qu'est-ce que tu fais? Ce genre de choses. Je sais que des fois, en fait, l'État, en France, tout n'est pas parfait, mais des fois, on te demande d'avoir beaucoup de contrôle, beaucoup de sécurité, et il y a d'autres fois, il y a zéro sécurité. Pour moi, pour être artificier, pour faire des trucs comme ça, ou même avoir le F2 ou le F3 qu'on a vu un petit peu plus tôt dans le live en termes d'artifice, pour moi, il y aurait qu'un professionnel qui aurait le droit de l'utiliser, ou une petite formation intermédiaire. Et en fait, là, bah, t'as 18 ans, t'es un couillon, vas-y, tu peux les acheter. Je trouve ça un peu limite, en fait. Ah, c'était ironique, d'accord. La meilleure défense, c'est d'être non connu, en effet. Oui. Oh, ouais, mais complètement. Mais au moins déjà de pas voir à quoi ressemble un truc, je trouve que c'est peut-être la meilleure des préventions, en fait, que les gens ne soient pas au courant, ne sachent pas faire les choses.
Alors, si on est sur la prestation, on a vu notre petite chronologie, on était à l'étape 2. Donc, c'est le chef d'équipe qui s'occupe de ça. Hop. Le jour J. Rendez-vous au dépôt. Hop. J'ai le droit de dire où est-ce qu'il est le dépôt Smash ou pas? Est-ce qu'on a le... Est-ce qu'on a le gars du raid qui est encore coincé dans ma pile de cartons, à qui on a envoyé les chiens et on est à deux doigts de lui envoyer de la boue? On ne sait pas combien de temps il va rester. Est-ce que c'est quelque chose qui se dit ou qui se dit pas? Qui se dit pas? Est-ce qu'il va essayer de repéter cette porte? Bon bref, on récupère le dépôt, on charge le camion, le matériel nécessaire. Le dépôt est officiel et déclaré en préfecture. D'accord, donc c'est ok. C'est un dépôt à Argelier, près de Agnan. Ça me parle, mais même pas. Mais pas facilement accessible. Oui. Oui, bah oui. Bah, tu sais, c'est comme les militaires et les dépôts de munitions, c'est des choses qui sont pas facilement accessibles. Ok. On arrive sur les dépôts pour qu'on cherche les camions, on récupère tout. Et rendez-vous aux alentours de 7 h du matin. Arrivé sur le chantier, donc l'endroit où on va tirer justement le feu d'artifice. On vérifie la sécurité. On met les distances de sécurité en fonction du plus gros calibre présent dans le spectacle. Par exemple, si le plus gros calibre est de 50 mm, la distance sera de 50 mètres. Ok. Pour mon taf aussi, sur la plupart des établissements, ils s'arrangent pour pas que les gens sachent ce qui se situe vraiment dans le bâtiment comme service. On n'est pas censé dire où est le bâtiment aux gens extérieurs. Oui. Tu sais que moi, j'avais eu, c'était une entreprise qui maintenant n'est plus mon voisin, donc je sais que je peux en parler. Euh, Mon voisin physique, en fait, il y a eu une des entreprises, la première entreprise que j'avais comme voisin au niveau de mon bâtiment, de mon école. À un moment, je me suis fait livrer un petit paquet. Et en fait, le gars, au lieu de le mettre dans la boîte aux lettres, il l'a mis devant la porte. Sauf que ce que je savais pas, c'est que l'entreprise d'à côté, c'était une entreprise en fait qui avait des liens, euh, qui avait une sécurité particulière avec un double sas. Je te jure, le bâtiment il paye pas de mine. On est perdu sur une putain de zone et c'était un truc. Et elle a dit, elle fait, si dans le quart d'heure, le petit paquet, il n'est pas retiré, il fait, on appelle la gendarmerie. Et là, j'étais comme ça, j'étais en mode, je fais, mais moi, j'ai commandé des plumes parce que j'ai une compétition et j'ai un éventail en plumes. Bon, bah voilà. Du coup, j'ai appelé les autres voisins de l'entreprise d'à côté pour dire est-ce que vous pouvez me le récupérer, je le machin, je truc. Et puis après, je suis allée les voir. Et je savais pas du tout. Ils avaient pas à me le dire. Mais par contre, je me souviens bien du fameux double sas qu'ils avaient. L'entreprise, elle payait pas de mine. Et c'était un truc qui était ultra sensible. Donc, non, ça me. Vraiment, ça me. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Donc, du coup, tu prends ton plus gros calibre, tu crées ta distance de sécurité. Donc, ça, c'est bon. Personne ne faisant partie de l'équipe n'a le droit d'accéder à la zone. Elle est sous la responsabilité du chef de tir. Mise en place et montage. Est-ce que, quand vous installez, genre vous faites tout le tirage de câble et au dernier moment vous le reliez à la charge? Ou c'est la charge que vous mettez au dernier moment? En fait, est-ce que le câble, parce que ton câble il est super grand, donc du coup comment ça s'installe? Alors, tac. Une fois tout branché, on part de la charge et on va vers les boîtes. Ok. D'accord, et tant que c'est pas relié à la boîte, on est bon. Comment ça se passe s'il y a de la pluie, s'il pleut pendant ta journée d'installation? Merci pour le follow Thomas. Tant que la boîte n'est pas alimentée, ça va. Ok. Une fois que tu as branché, arrive le moment où il faut vérifier le bon fonctionnement des branchements. Certains systèmes de tir ont des systèmes de vérification intégrés, ce qui fait gagner un temps précieux autrement. Les outils permettent de le faire. Ok. C'est ennuyant, mais la pluie, c'est pas un problème. Effectivement, si tu envoies une charge à 50 mètres de haut, concrètement, tant que ton magnésium il est sécurisé, c'est ça, c'est le magnésium? Ouais, c'est ça. Tant que ton magnésium il est sécurisé, c'est bon, te fera pas une flamme avec de la flotte. Une fois l'heure arrivée, le feu est lancé et grâce à un plan de tir et un chronomètre pour dominer les temps de chaque ligne, cette tâche est réalisée par le chef de tir. Quand le feu est terminé, le temps minimum de 30 minutes est obligatoire. Il se peut que des pièces ne soient pas parties complètement et peuvent exploser par la suite. Arrive ensuite la période de déminage, la plus dangereuse. Il faut aller vérifier qu'aucun produit n'est encore actif. Si c'est le cas,
avec une grande prudence, il faut débrancher et mouiller le produit. Ou le mouiller ou l'enterrer dans le sable. Par la suite, tout peut être démonté et rangé dans le camion pour un retour au dépôt, souvent aux alentours de 1 heure du matin. Trop bien. Je trouve ça trop cool, je trouve ça hyper intéressant. Je te remercie, Smash. On se couchera moins con, on savait pas comment tout faire péter. Dans 2 minutes, on va avoir le raid qui va débarquer en disant alors, comme ça, on a envie de tirer des feux d'artifice. On n'a pas toujours du sable, mais oui. Non, je trouve ça vraiment super, super intéressant. C'est hyper cool. Au niveau comment dire, du vent, à partir de combien de kilomètres heure, en fait, vous bloquez les feux d'artifice et vous dites, ok, là, les gars, c'est dangereux, on fait pas. Parce qu'il y a un moment donné, en fait, quand t'as mauvais temps, tu dois bien finir par... Ou quand il y a un orage, ça tire par orage ou pas du tout? Légalement, 51,4. Je sais pas pourquoi. Kilomètres heure de vent? Virgule 4. Attends, c'est hyper précis, mais ça doit être la conversion avec les nœuds. Parce que le vent, en fait, pour l'aéronautique, on est sur des nœuds, on n'est pas sur des kilomètres heure. Oui, c'est trop précis. Attends, on va regarder combien les kilomètres heure en nœuds. Nœuds de vent, kilomètres heure. Ok, 10 nœuds, c'est 18,5. Même pas parce que regarde, 25 nœuds de vent, c'est 46,3 km/h. Et 30 nœuds, c'est 55,6 km/h. Ça doit être un truc genre... ouais, 26 ou 27 nœuds. Je pose la question à mon père, ça je pense qu'il saurait y répondre. C'est le vent au sol. Alors, je ne sais pas. Là, tu viens de voir ma tête de constipée, c'est quand je réfléchis très 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 fort. Je pense qu'ils prennent les mesures extérieures. Je sais que tu peux le prendre. Comment ça s'appelle? C'est un nom trop mignon. L'anémomètre, anémomètre, je crois. Le truc qui mesure le vent, c'est trop chou. Anémomètre. Oui, c'est ça. En fait, l'anémomètre, en fait, ça ressemble à un petit talkie-walkie avec une petite hélice. Et en gros, c'est comme ça dans ton jardin, tu sais, en mode genre, il est où le vent? Et ça te donne le vent. Mais je pense ils doivent le prendre sur des applications météo, non? C'est une super question par contre, mais je saurais pas du tout. Excellent après-midi à tous, je vous souhaite plein de bonheur et surtout pensez à vous hydrater. Bonjour à ASN, je... Merci de penser à mon hydratation. C'est ton premier message dans le chat, je suis un petit peu dubitative. Excuse-moi, je suis en mode... Bonjour d'abord. C'est adorable. C'est adorable, mais du coup, tu vois, tu viens de débarquer sur le live où ça fait 1 heure que t'es en train de suivre et... Moi, je me fie au pronostic de Météo France. Oui, oui, bah oui. Ok. De toute façon, c'est le chef de tir qui décide si c'est ok ou si c'est pas ok. Ah, et ce que me disait Smash, c'est que, par exemple, sur celui qui fait là, qui est la jetée, j'ai perdu la ville où il avait dit où c'était. Carnon. Je crois que c'est Carnon. Oh, ouais, c'est ça. Carnon, ouais, c'est ça. Quand, euh, quand la ville était prête à dire genre vas-y, c'est le moment, il se prenait un coup de lumière de grosse lampe torche énorme dans la tronche pour dire vas-y, c'est bon, tu peux lancer. Non, franchement, mais c'est hyper cool. Moi, j'aime bien cette culture des feux d'artifice. Je sais que dans certains pays, il y a vraiment un truc qui est calé. Il y a des championnats du monde, il y a des trucs comme ça. T'as les sons, les lumières, les trucs, mais je trouve ça trop cool. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, les dangers. Et on est bon. Impact chimique. Non, ça va. Non, c'est bon. Non, en vrai, je pense qu'on est bien. Sauf si vous avez d'autres questions, mais en vrai, c'est trop cool. Oui, au Japon, ils font des conventions de feux d'artifice. Il y a ça, et je crois qu'au Canada, ils font des championnats du monde ou des trucs comme ça.
suppose que malgré toutes les précautions, il y a quelques incidents. Tu as de la data là-dessus. Moi, il m'avait parlé de l'incident de malheureusement, en fait, une nana qui travaillait dessus. Je crois que c'était une femme, si je dis pas de conneries, qui, sur une charge qui était pas partie, elle a mis la main et elle a perdu des doigts. Ça, ouais. Ah, il y a un championnat du monde à Cannes, ça me parle pas du tout. Attends, on va regarder. Puis on va s'arrêter après. Championnat du monde du feu d'artifice. Bonjour Lisa, bienvenue sur le live. Ok, il n'y a pas un unique championnat du monde officiel, mais plusieurs grands concours internationaux qui font office de référence mondiale, tels que l'international de feu Loto-Québec à Montréal et à Hanovre, hop, et les masters de feu en France. C'est à Compiègne. On est en train de finir tranquillou un live sur On se couchera moins con. Donc on prend un sujet sur lequel on n'y connaît absolument rien et on se renseigne et on essaye d'avoir des explications et de savoir comment ça fonctionne. Et là, pour ce live-là, on a Smash qui est là quasiment sur tous les lives que je fais, qui lui est artificier. Donc on a parlé des feux d'artifice. La programmation, c'est cool. On risque pas de perdre des doigts. Oui. Et tu peux te faire un syndrome du canal carpien. Je suis sûre, c'est pas ouf non plus. Tac. Et les championnats britanniques de feux d'artifice, ils se tiendront le mercredi 12 et le jeudi 13 août. C'est génial. Et bah c'est trop cool. Ouais, hésite pas, en fait, en semaine, en fait, en début d'après-midi, aux alentours de 13h30, je lance un live et là, tu vois, on fait une petite pause sur les feux d'artifice, mais sinon, souvent, on est sur les ordinateurs, on a appris comment on forgeait une lame, comment ça fonctionnait sur les lames damassées. On apprend plein de petits sujets de construction de la carte mère. L'idée, c'est de vraiment, en fait, tu te coucheras moins con, c'est le titre. Tout est dans le titre. Un autre gros accident lié aux feux d'artifice, c'est l'explosion en Chine qui a commencé par des feux d'artifice mal stockés et qui ont fait exploser du nitrate d'ammonium. T'es suivi, bien sûr, je viendrai. Merci. Merci beaucoup pour le follow. Il y a ça et il y a aussi les usines qui fabriquent les feux d'artifice qui, malheureusement, ont tendance à exploser régulièrement, et surtout dans d'autres types de pays. Donc, du coup, ça, c'est pas cool. Alors, tac. Je regarde si j'ai fun fact feu d'artifice. Et puis, on s'arrêtera là-dessus. Ok, alors attends. Je suis en train de regarder. Eh ben non, pas plus, hein. Pas plus, pas plus. Non, en vrai, c'est super cool. Je te remercie, Smash, pour toute. Bah oui, au moins, t'apprendras plus de choses. Je te remercie, Smash. Je pense qu'on peut tous le remercier pour toutes les infos qu'il a données. C'était trop cool. Si vous avez des sujets aussi, des trucs qui vous intéressent, alors moi, j'en ai 1 milliard, hein, concrètement. Là, je suis partie pour 4 vies. Si j'étais un chat, il me faudrait minimum toutes mes vies pour me renseigner sur tous les sujets qui sont cool. Mais si vous en avez, bah en vrai, moi, je suis preneuse aussi parce qu'il y a toujours des trucs qui sont super intéressants. C'était hyper sympa. En vrai, c'était trop cool. On est malin, on laisse exploser chez les autres plutôt qu'en France. Ouais. Mais je pense que c'est une histoire d'accréditation aussi et de trucs comme ça, hein. Je vais voir, on est combien sur le live. Ouais. Franchement, en vrai, c'était trop, trop, trop cool. Semaine pro, on va toujours faire des. Il y a toujours un moment dans la semaine, on fera une pause sur la partie ordinateur. On va continuer sur les ordinateurs parce que moi, j'ai plein de questions sur les systèmes d'exploitation, sur le binaire, sur le codage. Je pense que là, on peut. Euh, si si j'ai tout compris sur les composants hardware, je pense qu'on peut rentrer dans le software ou en tout cas sur le démarrage. Donc j'ai 1 milliard de choses à apprendre et du coup c'est trop trop cool. Mais ce que j'aime surtout, c'est que maintenant, quand le modo il ouvre des trucs sur mon PC pour savoir s'il rame ou s'il rame pas, et ben je sais de quoi on parle. Tu vois, comme là, le peu qu'on a regardé sur l'électricité, sur le courant, par rapport au lancement de tout ce qui était pour lancer les feux d'artifice, bah maintenant je sais ce que c'est un courant continu. Alors je rentre pas non plus à fond dans les explications, mais par contre ça me permet
vraiment d'apprendre plein de trucs et de pas être perdu. Alors, il me faudra du temps avant de plus être à la ramasse sur les ordinateurs, mais en tout cas, je le suis moins que la personne qui juste se contente de rien connaître. Dans les trucs rigolos sur le binaire, t'as vu qu'on peut compter en binaire sur les doigts? Et on peut... Mais non, mais pas du tout. Mais d'où ça sort? Écoute, je suis à deux doigts d'acheter les bouquins en fait sur toute la partie électronique. Je suis en train d'hésiter en fait à prendre des bouquins de quatrième ou des bouquins pour ceux qui font des études, tu vois, en informatique et électrotechnique pour mieux comprendre. Je savais pas qu'on pouvait compter le binaire sur les doigts. Je- En plus, il va falloir que je m'arrête. Non mais lundi, on compte en binaire sur nos doigts. 1, 0, 2, 3. Moi, 1020. Tu peux compter jusqu'à combien sur tes doigts? Jusqu'à 10? Jusqu'à 10? Ouais. Hein? Ouais. Oh putain. Oh waouh. 1, 0 et donc... Oh, c'est trop bien. C'est génial. À ce qui paraît, lire 3 livres sur un sujet suffit pour en savoir plus que la moyenne des gens sur le dit sujet. Oui. Déjà, je vais être vilaine. Je vais être vilaine. Déjà, être conscient qu'on peut avoir beaucoup de connaissances dans un domaine et de ne pas en avoir dans d'autres, et juste être conscient de l'immensité de connaissances qu'on n'a pas, c'est déjà descendre du haut de l'ego de beaucoup de personnes. C'est avoir moins d'ego que beaucoup de personnes. On va attaquer les blagues d'informaticiens. Il y a 10 sortes de personnes. Ceux qui comprennent le binaire et les autres. Ouais, oui. Oui, c'est bon ça. Oh putain, j'ai compris une blague. J'ai compris une blague. Je crois que c'était Darker sur la toute première blague, je crois sur le binaire que j'avais pas compris qu'il a fallu que tu m'expliques. C'est possible. Déjà, quand je commence à comprendre des blagues sur le binaire, c'est que j'ai appris beaucoup de choses. Fun fact, les États-Unis et la France sont les seuls pays puissance nucléaire à pouvoir faire des tests nucléaires. Alors là, on est vraiment sur un autre type de sujet. Là, on digresse. Mais enfin, mais ça va pas. Non, demain je fais pas de live, je l'ai fait en semaine. Demain, en règle générale, le samedi, je stream que si j'ai envie, que si je suis pas fatiguée, que si je suis physiquement dans l'appartement. Au max, je pense que si je stream, ce sera du Expédition 33. Sinon, il y a le dimanche matin. Mais sinon, pour tous les lives, on se couchera moins con. C'est en semaine, à l'heure du café. Tu vois, t'as mangé, t'es tranquille, t'es en semi-PLS. C'est-à-dire que tu peux entendre, recevoir des informations, mais tu peux rien créer. Hein. Oula, l'étincelle de la motivation n'est pas en toi, elle est dans ta digestion. Bah voilà, c'est à ce moment-là que je lance les lives, on se couchera moins con. Il y a le... Attends, je te mets le Discord. Je vous mets le Discord et vous avez aussi sur la page d'information, vous avez comment dire, le planning aussi. Grèce, voilà, j'ai dit Grèce. J'ai déjà fait celle-là. Le fait qu'en 30 secondes d'explication du modo, t'aies compris comment compter sur tes doigts en binaire, c'est énorme. Eh, de temps en temps, comme on dit, de temps en temps, il y a les neurones qui se touchent. Mais alors, quand ça se touche pas, franchement, je suis pire qu'un labrador. Expédition 33, ils ont vraiment assuré du côté de Montpellier. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Bon, c'était trop cool. Moi, je resterai vraiment, parce qu'en fait, là, c'est trop bien de papoter, mais pour le coup, je dois vraiment aller me faire les ongles et je veux pas être en retard, en fait, parce que je sais celle qui me fait les ongles, Fanny, c'est une copine, et je sais qu'au mois de juillet, elle est vraiment en tension parce qu'elle a beaucoup de rendez-vous. C'est très terre à terre, c'est très féminin, donc du coup, demain, je reviendrai avec d'autres griffes que celle-là. Voilà, ça se voit pas trop. Mais voilà, donc je veux pas être en retard. Je vous fais des bisous, c'était trop cool. Merci encore Smash parce que c'était extraordinaire. J'ai trouvé ça génial. Et on se retrouve dans tous les cas en début de semaine. Les dimanches matins, les lives du dimanche matin, on n'y coupe pas, c'est des trucs qui sont ultra chill. Peut-être samedi. Mais en tout cas, chaque semaine en début d'après-midi. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous dis à très vite. Voilà, allez bisous, ciao.